Je m'appelle Chloé Durand et j'ai 36 ans. Sur le papier, ma vie a l'air respectable. C'est le mot que les gens utilisent quand ils ne veulent pas dire ennuyeuse. Respectable, stable. Le genre de vie où vous savez exactement quand votre salaire va tomber, quel jour passe le prélèvement automatique de votre carte bancaire, et quel soir le lave-vaisselle ronronne à 22h15 parce que les tarifs d'électricité en heure creuse permettent d'économiser quelques euros par mois. Je suis propriétaire d'un appartement T3 en centre-ville. Rien de tape à accent grave l'œil, mais c'est à moi. Acheté et payé avant même que je ne rencontre mon petit ami, Lucas. Je travaille dans la gestion de projets informatiques. Je gagne bien ma vie. J'ai un plan épargne-retraite qui croît de manière lente et fiable, sans grand bond sauvage. Je suis l'ami avec des câbles de démarrage dans le coffre, un chargeur de téléphone de secours dans son sac, et un tableau Excel avec un code couleur pour tout, du budget à la préparation des repas. Lucas avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais la personne la plus responsable qu'il ait jamais rencontrée. Au début, il le disait avec ce petit sourire en coin qui donnait l'impression que c'était un compliment. Quelque part en chemin, ça a cessé de ressembler à un compliment. Nous étions ensemble depuis 3 ans, vivions ensemble depuis presque 2 ans. Nous nous sommes fiancés en novembre dernier. Notre mariage était prévu pour fin juin. Les acomptes étaient versés, les faire-part choisis, le plan de table un cauchemar vivant dans une feuille Google Sheets. Dans ma tête, tout était sur les rails. Le problème n'a jamais été Lucas en privé. Juste tous les deux, il pouvait être doux, attentionné, presque timide. Il m'apportait mon thé préféré sans que je demande, se souvenait exactement de la cuisson de mes œufs. On regardait des documentaires sur Arte et on se disputait à leur sujet de cette façon qui semble sûre parce qu'on sait tous les deux que peu importe qui a raison. Le problème, c'était Lucas avec sa famille. Les Mercier sont intenses. C'est la chose la plus gentille que je puisse dire. Bruyants, arrêtés sur leurs opinions, le genre de personnes qui pensent que l'honnêteté brutale est un trait de personnalité plutôt qu'une étiquette d'avertissement. Autour d'eux, Lucas changeait. La douce tranquillité s'effaçait. Il devenait plus bruyant, plus tranchant, plus théâtral. Les blagues à mes dépens devenaient un numéro. Mes tableaux Excel, mes routines, ma stabilité ennuyeuse se transformaient en chute de blagues que tout le monde se passait comme des amuse-gueules. Je me disais que c'était juste une dynamique familiale. Tout le monde agit différemment avec ses parents, non? On ne rompt pas des fiançailles parce que ses futurs beaux-parents sont impolis et que son fiancé rit au mauvais moment. On se dit qu'on est trop sensible. On se dit que ça ira. On se ment à soi-même. En gros, le dîner de fiançailles était l'idée de sa famille. Pas la célébration originale que nous avions eue des mois auparavant quand il m'avait demandé en mariage. Celle-là était petite, juste des amis proches et mes parents sur FaceTime. Ce deuxième dîner était spécifiquement parce que sa tante et son oncle venaient de province et devaient me rencontrer correctement avant le mariage. Lucas a insisté sur le fait que c'était important. C'est juste un dîner, Chloé. Ça signifiera beaucoup pour mes parents. Alors, j'ai accepté parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On fait des compromis. On se présente. On met la robe qui nous donne l'impression que notre vie est sous contrôle. La réservation était dans un restaurant gastronomique réputé du centre-ville. Un salon privé pour 14 personnes. Les parents de Lucas, ses 2 sœurs et leur mari, la tante et l'oncle en visite, 2 cousins, et nous. Je suis arrivé 15 minutes en avance. C'est un autre de mes traits responsables et pas drôle. Je suis chroniquement à l'heure. La salle ressemblait à une petite scène. Longue table, nappe blanche, trop de verre. Je suis resté là 1 seconde, lissant le devant de ma robe bleu marine et répétant mentalement des banalités. La famille de Lucas a débarqué exactement à 19h, bruyante et riant de quelque chose que je n'avais pas entendu. Sa mère m'a fait une bise en l'air sur la joue. Son père m'a tapé un peu trop fort sur l'épaule, comme si j'étais l'un de ses potes de golf au lieu de sa future belle-fille. Lucas est entré derrière eux, l'air injustement beau dans un costume gris anthracite. Il m'a embrassé la joue. Pendant 1 seconde, j'ai presque pu oublier la salle, le bruit, la façon dont mon estomac se nouait déjà. Puis sa tante Béatrice l'a attrapé par le bras et a commencé à parler des derniers essayages de robes de demoiselle d'honneur pour ses sœurs, et je me suis effacé doucement pour reprendre le rôle que je semble toujours jouer avec eux, le public. On a commandé des boissons, les amuse-gueules sont arrivés. La conversation a commencé par le classique, la circulation sur le périph', la météo, le prix de tous ces jours-ci.
Mon nom revenait sans cesse sous forme de questions qui ressemblaient moins à de la curiosité qu'à un entretien d'embauche. Alors, Chloé, rappelle-moi ce que tu fais encore. L'oncle Philippe s'est penché en arrière sur sa chaise, les yeux plissés comme s'il testait ma réponse. Je suis dans la gestion de projets logiciels, ai-je dit. Je supervise des équipes de développement, des échéanciers, des budgets. Et tu gagnes confortablement ta vie? A-t-il insisté. J'ai souri poliment. Je m'en sors bien. Je suis propriétaire de mon logement. J'épargne pour la retraite. Je ne suis pas tapa accent Graveleuil, mais je suis stable. Il a fait une grimace. Stable. C'est une façon de le dire. Tout le monde a ri, y compris Lucas. Le rire m'a frappé comme une petite gifle. Ce n'était pas nouveau, mais ce soir, ça a atterri différemment. J'ai pris une gorgée de vin pour cacher ma réaction, me disant de ne pas faire de scène, de ne pas trop réfléchir. Chloé est le genre qui a probablement un tableau Excel pour sa lune de miel, est intervenue la jeune sœur de Lucas, Manon. Avec un code couleur, bien sûr. En fait, ai-je dit légèrement. C'est juste un document. Et voilà, a-t-elle dit en souriant. Plus de rire. J'ai souri de toutes mes dents et me suis rappelé que dans 3 semaines nous serions mariés, et peut-être que ces arrêts de vivre s'adouciraient avec le temps. C'est ce que je voulais croire. Le dîner est arrivé vers 20h15. Entrecôte, accompagnement, encore du vin. La conversation a basculé sur le mariage. La mère de Lucas a sorti un carnet bien sûr qu'elle en avait un et a commencé à passer en revue les détails comme si nous étions dans une réunion de planification au lieu d'un restaurant. Le lieu est prêt, a-t-elle dit. Les fleurs, le DJ, le photographe. J'écoutais d'une oreille distraite, hochant la tête au bon moment. Mon cerveau continuait de tourner autour de la même inquiétude silencieuse qui avait commencé à chuchoter il y a des semaines. Pourquoi est-ce que je me sens toujours plus petite avec eux? Je ne l'avais jamais dit à voix haute, pas même à moi-même. Puis tante Béatrice s'est tournée vers moi. Alors, Chloé, tu es excitée de rejoindre cette famille de fous? Son ton donnait l'impression que Foub était une petite particularité charmante au lieu de ce que c'était vraiment. J'ai souri. Absolument. J'ai hâte. La sœur aînée de Lucas, Mathilde, a eu un sourire narquois. Elle dit ça maintenant. Attends juste que la conversation WhatsApp commence à exploser à 6h du matin tous les dimanches. Sérieusement, par contre, Manon s'est penchée en avant. Tu es sûre d'être prête pour ça? Se marier dans cette famille, c'est pas une blague. Je pense que oui, ai-je dit. J'aime votre frère. C'est ce qui compte. Son père, Gérard, a pris la parole pour la première fois depuis un moment. L'amour est important, a-t-il dit, sa voix portant facilement au-dessus de la table. Mais le mariage, c'est plus que de l'amour. C'est la compatibilité, le partenariat, être capable de gérer la vraie vie ensemble. Je suis d'accord, ai-je dit. Et je pense que nous gérons bien la vraie vie ensemble. Il n'avait pas l'air convaincu. Vraiment? Parce que de là où je suis assis, on dirait que tu es dépassé par les événements. L'atmosphère a changé. Les rires faciles se sont raréfiés. J'ai senti la salle se concentrer sur moi. Tous ses yeux attendant de voir si j'allais tressaillir. Je ne pense pas l'être, ai-je dit prudemment. Sa mère est intervenue avec un sourire crispé. Chérie, ton père dit juste que le mariage est difficile. Plus difficile que de sortir ensemble. Tu dois être certaine. Je suis certaine, ai-je dit. J'ai réalisé alors que Lucas n'avait rien dit depuis plusieurs minutes. Il était assis là, fixant son assiette, poussant un morceau de viande avec sa fourchette. Béatrice s'est raclé la gorge. Je peux être honnête? A-t-elle demandé. Et je veux dire vraiment honnête. La table s'est penchée vers elle. C'était leur partie préférée, le spectacle de l'honnêteté. Bien sûr, ai-je dit, même si chaque cellule de mon corps criait le non. Je ne le vois juste pas, a-t-elle dit. Vous deux? Je ne vois pas l'étincelle, l'alchimie. Vous ressemblez à des colocataires. Des colocataires sympas, mais quand même. Je ne suis pas d'accord, ai-je dit. Nous avons beaucoup d'alchimie. Philippe a ri. Elle dit alchimie? C'est mignon. Plus de rire. Moins fort maintenant. Certains cousins ont détourné le regard, mal à l'aise.
Ça aurait été bien si l'un d'entre eux avait pris la parole. Chérie, a dit la mère de Lucas en se tournant vers lui. Tu es bien silencieux. Qu'est-ce que tu en penses? Ses yeux se sont finalement levés. Ils ont croisé les miens pendant une demi-seconde puis ont glissé ailleurs. Je ne sais pas, a-t-il dit. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Tu ne sais pas? Je veux dire. Il s'est raclé la gorge. Ils ont raison quelque part. Parfois je me demande si on est vraiment fait l'un pour l'autre. La salle est devenue silencieuse comme la mort. Quelque part derrière le mur, je pouvais entendre le cliquetis de la vaisselle dans la cuisine, le murmure étouffé des dîners normaux des autres gens. Tu te demandes ça maintenant? Ai-je demandé, ma voix étrangement stable. 3 semaines avant le mariage. Je me pose la question depuis un moment, a-t-il dit, les yeux fixés sur un point de la nappe. Je pensais que ça passerait. Je pensais que je me sentirais plus sûr à mesure que la date approcherait. Et ce n'est pas le cas? Ai-je demandé. Il a secoué la tête. Non, ce n'est pas le cas. Gérard a expiré comme s'il avait retenu son souffle. Peut-être que ce dîner était une bonne idée après tout, a-t-il dit. Mieux vaut régler ça maintenant qu'après le mariage. J'avais l'impression d'être sous l'eau. Les bords de la pièce devenaient flous. Tout ce que je pouvais entendre, c'était mon rythme cardiaque et le tintement de la fourchette de quelqu'un se posant sur la porcelaine. Alors, ai-je dit lentement. Qu'est-ce que tu dis, Lucas? Il m'a enfin regardé. Ses yeux étaient vitreux, mais il y avait autre chose aussi. Du soulagement. Je ne pense pas que tu aies l'étoffe d'une épouse, a-t-il dit. Je mets fin à tout ça. Ses sœurs ont ri. Elles ont vraiment ri. L'une de ses cousines a couvert sa bouche, les yeux écarquillés, partagés entre le choc et l'amusement. L'oncle Philippe a souri dans son verre de vin comme s'il venait de voir la chute de la blague enfin atterrir. Pendant une seconde, je suis resté assise là à le regarder. 3 ans. 3 ans de vacances et d'anniversaire et de faire semblant que leurs blagues ne piquaient pas. 3 ans à dire c'est juste comme ça qu'ils sont. Chaque fois que mon estomac se tordait sur le trajet du retour, 3 ans à me faire plus petite pour qu'il n'ait pas à se tenir plus droit. Quelque chose en moi s'est remis en place brutalement. Super timing, ai-je dit. Lucas a cligné des yeux. Quoi? J'ai tendu la main vers ma main gauche. La bague de fiançailles m'a semblé soudainement lourde, comme si elle appartenait à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je l'ai fait glisser, l'ai posée devant lui, puis je l'ai calmement reprise et l'ai glissée dans la petite boîte en velours que je transportais dans mon sac à main. Il ne m'a pas arrêté. Il n'a même pas tendu la main vers la mienne. Je me suis levé. La salle me regardait comme si le spectacle avait pris une tournure inattendue. J'ai levé mon verre de vin. Aux meilleures décisions, ai-je dit. Pendant un moment, personne n'a bougé. Le visage de son père était illisible. Sa mère avait l'air horrifiée. Ses sœurs étaient figées à mi-chemin entre le rire et l'embarras. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Lucas, semblant enfin secoué. Je prends une meilleure décision, ai-je dit. J'ai pris une gorgée, posé le verre. Puisque nous sommes tous honnêtes ce soir, laissez-moi partager quelque chose. Ma voix semblait froide, presque détachée. À l'intérieur, mes mains tremblaient si fort que je devais les serrer en poing. Ce dîner a coûté 2650 €, ai-je dit. Je l'ai payé. Le vin que j'ai apporté valait 380 €. La bague de fiançailles que je viens de reprendre valait 11 300 €. Les acomptes sur le lieu, le traiteur, le groupe, le photographe, 17 000 €. Tout à mon nom, tout remboursable jusqu'à 30 jours avant le mariage. Sa mère a haleté. Tu ne vas pas. J'annule tout demain, ai-je dit. Je récupère chaque centime. Gérard s'est levé brusquement. Maintenant, attends une minute. Attendre quoi? Ai-je demandé. Votre fils vient de rompre nos fiançailles devant toute sa famille comme si c'était un jeu télévisé. Je pense qu'on a dépassé le stade d'attendre. J'ai regardé Lucas. Ses yeux étaient humides maintenant. Tu ne pouvais pas faire ça en privé? Ai-je demandé. Tu avais besoin d'un public. Je n'avais pas prévu ça, a-t-il chuchoté. Tu n'avais pas prévu de m'humilier, ai-je dit. On aurait pu s'y méprendre. Mathilde s'est levée. Et Chloé, calme-toi. Me calmer, ai-je répété.
Vous avez ri. Vous avez tous ri quand il a mis fin à nos fiançailles comme si c'était une blague. Comme si j'étais une blague. On ne voulait pas dire. A commencé Manon. Si, c'est ce que vous vouliez dire, ai-je dit. Vous le pensez depuis 3 ans. Chaque pic. Chaque commentaire sur le fait que je ne suis pas assez excitante ou assez ambitieuse ou assez quoi que ce soit. Je l'ai encaissé parce que je l'aimais, mais j'ai fini d'encaisser. J'ai ramassé ma pochette, sentant la boîte de la bague à l'intérieur. Les coins pointus s'enfonçaient dans ma paume comme une encre. Profitez du reste de votre dîner, ai-je dit. C'est payé. Considérez ça comme mon cadeau d'adieu. À la porte, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Et au fait, ai-je ajouté, l'appartement que vous me poussiez à vendre parce qu'il est trop petit pour un couple marié. Je le garde parce qu'il est à moi. Acheté et payé avant même que je ne le rencontre. Quelque chose à se rappeler quand vous expliquerez à vos amis pourquoi le mariage est annulé. Personne n'a rien dit. Je suis sorti de la salle privée, j'ai traversé le couloir et le restaurant plein d'étrangers qui n'avaient aucune idée qu'ils passaient devant les ruines fumantes de mon avenir. Dans le parking souterrain, je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai réalisé que je serrais le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai attendu que l'effondrement arrive, les larmes, les cris, quelque chose. Au lieu de cela, il y avait juste ce silence creux et résonnant dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ressentais quelque chose qui ressemblait presque à de la clarté. Ils avaient fait leur choix là-dedans. Je venais de faire le mien. J'ai conduit jusqu'à la maison dans le brouillard. Les lumières de la ville défilaient sur mon pare-brise en lignes floues blanches et rouges. À un moment donné, j'ai réalisé que j'avais allumé la radio, mais le volume était si bas que je ne pouvais sentir que la vibration, pas entendre la chanson. Ça n'avait pas d'importance. Le seul son que je pouvais vraiment enregistrer était l'écho de la voix de Lucas. Je ne pense pas que tu aies l'étoffe d'une épouse. Je mets fin à tout ça. Chaque fois que mon cerveau le repassait, mon estomac se contractait comme si j'avais avalé un poing. Au moment où je me suis garé dans le garage sous mon immeuble, mes mains avaient des crampes tellement je serrais le volant fort. Je suis resté assise là 1 minute entière, moteur éteint, les phares découpant un cône pâle sur le mur de béton. On pourrait penser que ce serait le moment où j'éclaterais en sanglots. C'est comme ça que ça se passe dans les films. La femme se fait humilier publiquement, rentre chez elle, sanglote dans la voiture jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais juste vide, comme si quelqu'un avait vidé tout mon intérieur et laissé la coquille, assise droite par habitude. En haut, mon appartement semblait inconnu, comme si j'étais entré par effraction chez un étranger. Le même canapé bleu marine, les mêmes cadres au mur, le même courrier soigneusement empilé sur la table d'entrée. Seulement je n'étais pas la même personne qui était sortie d'ici 3 heures plus tôt, lissant sa robe et se disant que tout irait bien. J'ai posé ma pochette sur le comptoir, enlevé mes talons et me suis assise sur le canapé sans allumer aucune lumière. La ville brillait faiblement à travers les stores. Ma bague de fiançailles reposait dans sa boîte en velours dans mon sac à main, un petit météore coûteux qui venait de s'écraser dans ma vie. J'ai fixé le vide jusqu'à ce que le temps cesse d'avoir du sens. Quand mon téléphone a commencé à vibrer, il m'a fallu 1 seconde pour réaliser que le son était réel. L'écran s'est allumé sur la table basse. Lucas. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis sa mère, puis son père, puis sa sœur aînée, puis sa sœur cadette. Les noms fleurissaient sur l'écran comme une réaction en chaîne. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Que allait-il dire? Que c'était un malentendu? Que j'avais réagi de manière excessive? Que je les avais embarrassés en refusant de m'asseoir tranquillement pendant qu'ils applaudissaient mon exécution publique? La vibration ne s'arrêtait pas. Appel après appel, puis message après message. Le son d'un bourdonnement incessant de moustiques dans le noir. Ma tête a commencé à palpiter. Finalement, j'ai pris le téléphone, je suis allé dans les réglages et je l'ai simplement éteint. Le silence qui a suivi était si complet qu'il bourdonnait dans mes oreilles. Je suis allé me coucher sans me doucher, sans me brosser les dents, sans faire aucun des rituels nocturnes qui formaient habituellement l'échafaudage de ma journée. Je me suis allongé sur le dos en fixant le plafond, rejouant la scène du dîner encore et encore. Chaque rire, chaque regard entre eux, la façon dont Lucas avait semblé soulagé quand il a finalement dit les mots. À un moment donné, l'épuisement m'a entraîné vers le fond. Je me suis réveillé à 6 heures,
les yeux secs comme du papier de verre, le pouls déjà rapide comme si mon corps avait couru pendant mon sommeil. Pendant un instant, dans cet espace doux et flou entre le rêve et le réveil, je ne me suis pas souvenu. Puis tout est revenu en une vague écrasante. La bague, le toast, le silence. Je me suis assise trop vite. La pièce a basculé. J'ai sorti mes jambes du lit en pilote automatique. Quand tout s'effondre, la mémoire musculaire prend le dessus. On s'accroche à de petites tâches gérables comme à des bouées de sauvetage. Je suis allé à la cuisine, j'ai rempli la bouilloire, dosé le café, regardé l'eau bouillir et le marc fleurir, la vapeur s'élevant comme un fantôme. Sur le balcon, l'air était frais, le ciel décidant encore entre la nuit et le matin. La ville semblait plus calme que d'habitude, comme si elle me donnait de l'espace. J'ai pris ma première gorgée de café et c'est seulement à ce moment-là que j'ai rallumé mon téléphone. L'écran a explosé de notifications. 43 appels manqués, 67 SMS. Pendant une seconde, mon pouce a plané au-dessus de l'icône des messages. Une partie de moi, une partie têtue et pleine d'espoir qui n'avait pas encore reçu le mémo, a chuchoté, et s'il s'était excusé? Et s'il t'avait défendu après ton départ? Et si tout cela n'était qu'une horrible erreur réparable? Puis je me suis souvenu de ses sœurs qui riaient, de son oncle qui souriait narquoisement, de son père qui avait l'air soulagé, de Lucas assis là à les laisser faire. J'ai posé le téléphone sans ouvrir un seul message. Si je commençais à lire, ils me ramèneraient dans leur version des événements. Ils réécriraient ce qui s'est passé jusqu'à ce que je sois la méchante, la fiancée hystérique qui a réagi de manière excessive. Je sais comment fonctionne cette famille. Je les ai vus se faire ça entre eux pendant des années. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le tableau Excel de planification du mariage était toujours épinglé en haut de mon navigateur. Les onglets à code couleur alignés comme des soldats obéissants. Lieu, traiteur, musique, photographe, fleurs, budget. Hier, ces onglets représentaient un avenir. Ce matin, ils étaient une stratégie de sortie. J'ai cliqué sur le lieu en premier. Le nom, le numéro et les détails du contrat attendaient comme s'ils s'étaient préparés pour ça. Mes mains tremblaient en composant le numéro, mais ma voix est sortie calme, presque étrangement calme. Bonjour, ici Chloé Durand. J'ai un mariage réservé chez vous en juin. Oui, c'est celui-là. Je dois annuler. Je me suis préparé au jugement. Au lieu de cela, la coordinatrice à l'autre bout était professionnelle, presque douce. Je suis désolé d'entendre ça, a-t-elle dit. Laissez-moi sortir votre contrat. Vous êtes encore dans la fenêtre d'annulation sans frais, donc votre acompte est entièrement remboursable. Cela prendra environ 5 à 7 jours ouvrables pour le traitement. 5 à 7 jours ouvrables. J'ai hoché la tête comme si elle pouvait me voir. Merci, ai-je dit. J'apprécie votre aide. Quand j'ai raccroché, quelque chose dans ma poitrine s'est desserré d'1 millimètre. Onglet suivant, traiteur. Même scénario, même explication. Réduit à l'essentiel. Le mariage a été annulé. Oui, je comprends. Oui, l'acompte. Oui, le même RIB que pour le virement original. Le groupe, le photographe. Chaque appel était sa propre petite extraction, retirant mon avenir pièce par pièce des décombres de la nuit dernière. À midi, j'avais des emails de confirmation de chacun d'eux. Chaque acompte était en route vers mon compte. J'ai fixé le groupe de messages non lus dans ma boîte de réception. Nous sommes vraiment désolés d'apprendre cela, Chloé. Voici votre confirmation de remboursement. Ça semblait surréaliste, comme si je venais d'annuler un abonnement Netflix au lieu de toute une trajectoire de vie. La partie tordue, la partie qui m'effrayait un peu, c'est que j'étais doué pour ça. Le monde était en feu, et je fonctionnais, je faisais des listes, je prenais des mesures, je faisais ce que je fais toujours, gérer la crise. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était même pas encore du soulagement. C'était juste du contrôle. Et à cet instant, le contrôle était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Une fois le dernier email arrivé, j'ai pris mon téléphone. Le nom de Lucas était là, en haut de la liste des appels manqués, comme s'il avait l'ancienneté sur tout le monde. J'ai ouvert un nouveau SMS et j'ai fixé le champ vide pendant un long moment. Il y avait tellement de choses que j'aurais pu dire. Comment as-tu pu? M'as-tu jamais aimé? Quand ai-je cessé d'être assez? Au lieu de cela, mes doigts ont tapé quelque chose de simple, dépouillé de tout sauf des faits.
Tout est annulé. Les acomptes sont remboursés. Ne me contacte plus jamais. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai appuyé sur envoyer. Sa réponse a été instantanée. Mon téléphone a à peine eu le temps de revenir à l'écran d'accueil avant de s'allumer à nouveau avec un appel entrant. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il a rappelé encore et encore. Mon écran s'est rempli de son nom comme un bug. Puis les SMS ont commencé. Chloé, s'il te plaît, décroche. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Ma famille me mettait la pression. J'ai paniqué. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Nous n'avons pas besoin de tout annuler. On peut encore arranger ça. À chaque nouvel aperçu qui clignotait sur l'écran, mon cœur battait plus fort contre mes côtes. Mon pouce me démangeait de les ouvrir, de faire défiler, de disséquer chaque excuse pour y chercher de la sincérité. Au lieu de cela, j'ai fait défiler sa conversation, ouvert son contact et appuyé sur bloquer ce correspondant. À l'instant où l'étiquette rouge bloquée est apparue, j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. 10 secondes plus tard, le nom de sa mère a allumé mon écran. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Une autre notification est apparue. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai écouté, les bras croisés sur ma poitrine comme si je me préparais à l'impact. Chloé, c'est Hélène. Son ton hérissait déjà d'indignation. Nous devons parler de la nuit dernière comme des adultes. Tu nous as tous embarrassés. Lucas a fait une erreur. On ne jette pas simplement 3 ans à la poubelle pour un dîner difficile. Rappelle-moi. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle n'a pas mentionné les mots que Lucas avait dit. La seule chose qu'elle a reconnue était son propre embarras. J'ai effacé le message vocal. Puis j'ai bloqué son numéro aussi. Un peu plus tard, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. C'est Gérard. Tu as humilié mon fils et toute notre famille dans ce restaurant. Tu nous dois des excuses. J'ai fixé ces mots si longtemps qu'ils ont commencé à devenir flous. J'ai pensé à répondre. J'ai imaginé taper tout ce que je voulais dire. Votre fils a rompu nos fiançailles devant vous comme si c'était un divertissement, et vous étiez soulagé. Vous avez ri quand votre sœur a dit que nous n'avions aucune alchimie. Vous avez passé 3 ans à me traiter comme une chute de blague et à appeler ça de l'honnêteté. Au lieu de cela, j'ai fermé le message sans répondre et ajouté ce numéro à la liste de blocage grandissante. Le dimanche soir, chaque contact Mercier dans mon téléphone avait la même étiquette rouge, bloqué. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Pas encore. Il était fragile, bourdonnant et plein de fantômes. Chaque pièce de mon appartement semblait hantée par une version différente de nous. Lucas cuisinant dans la cuisine. Lucas étalé sur le canapé. Lucas laissant ses chaussures au milieu du sol. Je ne me faisais pas confiance pour rester immobile avec ces fantômes. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand mon cerveau devient trop bruyant. Je suis allé à la salle de sport. J'y ai conduit en pilote automatique, le trajet familier presque apaisant. L'odeur de caoutchouc, de désinfectant et d'air vicié m'a frappé au visage comme quelque chose de propre. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent, soulevé des poids jusqu'à ce que mes muscles tremblent. Pendant 1h30, la seule chose à laquelle je devais penser était la prochaine répétition, le prochain souffle, le prochain chiffre sur l'écran du tapis roulant. La douleur était plus facile à gérer quand elle avait une cause claire. De retour à la maison, je me suis douché, j'ai mis un t-shirt trop grand et j'ai commandé une pizza au lieu de cuisiner. Je l'ai mangée sur le canapé, de la graisse sur les doigts, une émission abrutissante à la télé. Je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai regardé. J'avais juste besoin d'un bruit qui ne soit pas mes propres pensées. À un moment donné, j'ai aperçu la boîte de la bague posée sur la table basse où je l'avais laissée tomber plus tôt. Le velours avait l'air presque suffisant, comme s'il connaissait le pouvoir qu'il détenait auparavant. Je l'ai prise et je l'ai ouverte. Le diamant m'a fait un clin d'œil, indifférent. 4 mois plus tôt, j'avais pleuré quand Lucas avait glissé cette bague à mon doigt. J'avais pensé qu'elle représentait quelque chose de permanent, de sûr, une promesse. Maintenant, elle ressemblait à ce qu'elle était vraiment, une transaction qui n'avait pas abouti. Je vais récupérer mon argent, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour la bague. Quelque part au fond de moi, une petite voix cruelle a demandé, c'est tout ce que c'est pour toi maintenant? Un mauvais investissement que tu essaies de récupérer? J'ai fermé la boîte et l'ai mise de côté.
Non, c'était plus que ça. C'était une preuve. La preuve que je n'avais pas imaginé à quel point tout cela était devenu unilatéral. La preuve que j'étais celle qui s'était investie, littéralement et figurativement. La preuve que j'avais construit une vie pendant qu'il construisait une scène. J'ai éteint la télé, empilé la boîte de pizza vide près de la poubelle et je suis allé me coucher. Dans le noir, mon esprit a rejoué le dîner à nouveau, mais cette fois il s'est attardé sur des détails différents. La façon dont les yeux de Lucas avaient fui les miens, l'affaissement soulagé de ses épaules quand il a finalement dit les mots. La satisfaction à peine dissimulée de son père. De petites pièces de puzzle que j'avais rejetées comme étant du stress où une dynamique familiale se mettait en place. Ce n'étaient pas des fissures apparues soudainement hier soir. Elles avaient été là tout le temps. J'avais juste finalement arrêté de peindre par-dessus. Je me suis réveillé le lundi matin avec cette étrange clarté dissociative qui suit parfois un choc. Mon corps se sentait vidé, lourd, meurtri à des endroits qui n'avaient pas de sens. Mais mon esprit était vif. Trop vif. Comme si le deuil était un projecteur, et que tout dans ma vie était soudainement surexposé. Je me suis levé, douché, séché les cheveux, mis du mascara que je savais déjà que j'allais frotter avant midi, et je me suis habillé pour le travail. Mon reflet dans le miroir ressemblait à une femme auditionnant pour le rôle de Sava. Mon téléphone est resté silencieux sur le comptoir. Je ne l'ai pas allumé. À 7h40, j'étais sur la route. Le trajet semblait familier, ancrant. Je me suis garé sur le parking du bureau à 8h03, j'ai passé mon badge à 8h05 et j'ai marché dans les couloirs comme un fantôme portant mon visage. Personne ne savait. Personne ne savait qu'il y a 2 nuits, tout mon avenir s'était effondré dans un salon privé avec des nappes en lin et des asperges trop cuites. À mon bureau, j'ai finalement allumé mon téléphone, pas pour lire les messages. Je n'avais aucun intérêt pour ça. J'en avais besoin allumé pour le travail. Slack, email, code d'authentification, les trucs pratiques. Il s'est allumé comme une machine à sous. Une cascade de notifications a déferlé sur l'écran. Des appels manqués de plus de numéros que je ne reconnaissais pas. Ces sœurs empruntant les téléphones d'amis, des textos d'expéditeurs inconnus, et une poignée de messages privés sur les réseaux sociaux de gens que je connaissais à peine. Chaque aperçu de message commençait de la même façon. Chloé, s'il te plaît. Chloé, par là. Chloé, ce n'est pas. Je n'en ai ouvert aucun. Je les ai tous mis en silencieux. Vers le milieu de la matinée, mon patron s'est arrêté à mon bureau. Il s'est appuyé sur la paroi du box. Tu vas bien? Tu as l'air un peu fatigué. J'ai annulé mon mariage ce week-end, ai-je dit platement, comme si je lisais un bulletin météo. Les mots sonnaient étrangers dans l'air. Ses sourcils se sont levés. Waouh, c'est. Je suis désolé. Ouais, j'ai forcé un petit sourire. C'est pour le mieux. Il a hésité. Si tu as besoin de jours de congé, je pourrais. Dans quelques semaines. Je ferai la demande. Il a tapoté maladroitement le bord du bureau. Tout ce dont tu as besoin. J'ai hoché la tête, reconnaissante qu'il ne demande pas de détails. Les ragots n'étaient pas son style. Si ça avait été l'un de mes collègues, toute l'équipe l'aurait su avant le déjeuner. Je me suis enterré dans les tâches, les tickets, les emails, la planification de sprint, tout ce qui nécessitait des étapes, une structure et de la logique, tout ce qui manquait actuellement à ma vie personnelle. À 14h17, mon téléphone a vibré avec un appel de la sécurité du rez-de-chaussée. Bonjour, mademoiselle Durand. Il y a quelqu'un ici qui demande à vous voir. Une terreur nauséeuse s'est déployée dans mon estomac. Qui? Un homme nommé Lucas Mercier. Mon pouls a grimpé en flèche. Mes paumes sont devenues froides. Non, ai-je dit rapidement. Ne le laissez pas monter. Je ne suis pas disponible pour le voir. L'agent a fait une pause. Il a dit que c'était urgent. Ça m'est égal. S'il vous plaît, demandez-lui de partir. Il y a eu un temps de silence. Puis, compris, madame. J'ai raccroché et appuyé les paumes de mes mains sur mes yeux jusqu'à voir des étoiles. L'humiliation du dîner m'a traversé à nouveau, et la panique a remonté le long de ma gorge. Il est venu à mon travail. Il est venu à mon travail. Dans le passé, j'aurais pu m'adoucir. J'aurais pu me dire que ça signifiait qu'il tenait à moi, qu'il essayait, que peut-être ça pouvait être sauvé si on parlait juste.
Mais pas maintenant. Pas après les rires. Pas après la façon dont il avait semblé soulagé quand il a mis fin aux choses. Pas après avoir laissé les autres me démolir petit à petit pendant des années. J'ai attendu que la sécurité rappelle pour dire qu'il était parti. Ils ne l'ont jamais fait. Soit il a compris le message, soit quelqu'un l'a escorté dehors. Je me fichais de savoir laquelle des deux options c'était. Quand j'ai pointé à 17h, j'ai marché jusqu'à ma voiture en m'attendant à sentir des yeux sur moi, m'attendant à ce qu'ils sortent de derrière une colonne. Le parking était vide. Sur le chemin du retour, une nouvelle inondation de messages non lus est apparue. Ces SMS ne pouvaient pas passer, bloqués. Mais il avait enrôlé d'autres personnes. Sa sœur aînée, son meilleur ami, une connaissance commune de l'université à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans. Tous une version du même script. Il se sent mal. Il a fait une erreur. Il a paniqué. Il t'aime. Donne-lui juste une chance d'expliquer. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà des aperçus. Ce soir-là, je ne suis pas allé à la salle de sport. Je n'ai rien fait. J'ai commandé de la nourriture thaï et je me suis assise par terre à côté de ma table basse avec mon ordinateur portable devant moi. J'ai ouvert mon tableau de budget. Mes mains bougeaient en pilote automatique, ajustant les chiffres, ajoutant les acomptes remboursés dans les bonnes catégories. Remboursement lieu de mariage. Remboursement traiteur mariage. Remboursement musique mariage. Remboursement photographie mariage. Valeur de revente bague estimée, en attente. C'était bêtement apaisant. Des lignes, des chiffres, de l'ordre. Un endroit où chaque action donnait un résultat clair. Vers 20h30, alors que je rangeais, ma sonnette a retenti. Je me suis figé. J'ai marché lentement vers le Judas. Mon cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il cliquetait dans mes côtes. À travers la lentille déformante, j'ai vu un visage que j'ai reconnu instantanément. La sœur aînée de Lucas, Marianne. Elle avait les bras croisés, son genou rebondissant impatiemment. Derrière elle, quelqu'un d'autre se tenait à distance. Grand, large d'épaules, habillé en tenue de travail décontractée comme s'il venait tout droit du bureau. Son meilleur ami, Clément. Bien sûr, des renforts. Je n'ai pas ouvert la porte. Marianne a frappé plus fort. Chloé, on sait que tu es là. Parle-nous juste une minute. J'ai reculé silencieusement comme si elle pouvait voir le souffle embuer l'air entre nous. La voix de Clément a rejoint la sienne. On veut juste expliquer ce qui s'est passé. Lucas ne voulait pas. Je suis parti dans ma chambre, j'ai fermé la porte, mis un casque, allumé un bruit blanc si fort qu'il noyait tout. Ils ont frappé pendant 10 minutes, peut-être plus. Finalement, le couloir est redevenu silencieux. Le lendemain matin, mercredi, il n'y a pas eu de coup à la porte, pas d'appel à la sécurité, pas de sonnettes inattendues. Au lieu de cela, j'ai trouvé un long message de quelqu'un que je connaissais à peine, l'un des collègues de Lucas qui m'avait suivi sur Instagram il y a un an parce que nous nous étions rencontrés à une fête de Noël. C'était long de plusieurs paragraphes, une dissertation émotionnelle sur la façon dont Lucas s'effondrait et comment je ne devrais pas laisser un moment définir notre avenir. Je les ai bloqués aussi. Le jeudi, quelque chose en moi avait commencé à se calcifier. Pas de la colère, pas même de la tristesse, quelque chose de plus ferme. De la résolution. Cet après-midi-là, alors que je traversais le hall après le travail, l'agent de sécurité m'a fait signe. Cet homme est revenu aujourd'hui, a-t-il dit doucement. Mon estomac s'est effondré. Quel homme? Celui du début de la semaine. Il a essayé de monter à nouveau, mais nous l'avons renvoyé. J'ai hoché la tête. Merci. Il a laissé ça. Le garde a levé une enveloppe avec mon nom écrit sur le devant d'une écriture désordonnée. Je l'ai reconnue. Je ne l'ai pas prise. Pouvez-vous vous en débarrasser? Ai-je demandé. Absolument. Il l'a jeté dans un bac verrouillé derrière le comptoir d'accueil. Au moment où je suis rentré chez moi, même l'air dans mon appartement semblait différent. Lourd, chargé, comme si les fantômes qui arpentaient mes murs s'étaient assis, attendant que je fasse quelque chose. Je n'ai pas lu ces messages. Je n'ai pas écouté ces messages vocaux. Je n'ai pas ouvert la lettre. J'avais fini d'être la fille calme et raisonnable. Celle qui absorbait les coups et se disait qu'ils n'étaient pas censés faire mal. Ils étaient censés faire mal. Chaque blague, chaque rejet,
chaque taquinerie, chaque fois que Lucas refusait de se mettre entre moi et les gens qui ébréchaient ma confiance. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma, et je le brisais enfin. Le vendredi matin, l'air dans mon appartement semblait plus léger. Pas paisible, pas encore, mais moins étouffant. Comme l'atmosphère après une tempête, des débris encore partout, mais le pire du vent était passé. J'ai fait du café, attaché mes cheveux en une queue de cheval basse et préparé mon sac de travail. J'étais à moitié sorti par la porte quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange à la base du cadre de la porte. Une enveloppe plus fine que celle de son collègue, manuscrite. Mon nom bouclé sur le devant avec l'écriture de Lucas. Je n'y ai pas touché. Je l'ai poussé du pied sur le côté, je l'ai ramassé avec un mouchoir pour ne pas avoir à sentir son poids, et je l'ai laissé tomber directement dans la poubelle de ma cuisine. Cela aurait dû être la fin. Ce ne fut pas le cas. À 14h12, alors que je mettais à jour le calendrier d'un projet, mon téléphone a vibré avec une notification d'Instagram. Nouvelle demande de message. L'aperçu provenait d'un nom familier. Son meilleur ami, Clément. Et, Chloé. Je sais que tu souffres. Lui aussi. S'il te plaît, lis juste ce qu'il t'a écrit. J'ai fermé l'application et l'ai bloqué. 1 heure plus tard, j'ai reçu un autre message privé d'un ami commun à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Chloé, c'était une mauvaise soirée. Lucas est dévasté. Peut-être au moins l'écouter. Bloqué. En fin d'après-midi, c'était presque risible, comme si chaque personne à qui Lucas avait serré la main faisait la queue pour plaider sa cause à sa place. Il ne me contactait pas parce qu'il se souciait de moi. Il me contactait parce que c'était gênant pour lui que je ne le fasse pas. J'ai conduit directement chez moi après le travail. Au moment où je suis entré, le calme de mon appartement s'est enroulé autour de moi comme une armure. J'ai laissé tomber mon sac, enlevé mes chaussures et laissé échapper un long soupir tremblant. J'étais fatigué d'être trouvé. Ce week-end-là, j'ai nettoyé. Pas le nettoyage normal où on essuie les comptoirs. Je veux dire, le genre de purge profonde et minutieuse que les gens font à la fin d'une rupture ou au début d'une nouvelle vie. Le genre qui donne l'impression de mettre son âme à nu. J'ai ouvert chaque placard, chaque tiroir, chaque armoire. Tout ce qui appartenait à Lucas ou me rappelait Lucas allait directement dans des sacs poubelles noirs. Le sweat à capuche qu'il avait laissé draper sur le dossier d'une chaise. Son huile à barbe dans mon armoire à pharmacie, le livre qu'il m'avait acheté une fois parce que je l'aimerais si je me détendais plus. Certainement la photo encadrée de nous à la maison du lac de son cousin, face contre terre. Puis le mug que sa mère m'avait donné à Noël dernier qui disait le futur Madame Mercier. Je l'ai jeté si fort qu'il s'est fissuré. 4 sacs pleins plus tard, j'ai tout transporté dans le coffre de ma voiture et j'ai conduit jusqu'à une antenne d'Emmaüs. Je n'ai pas remis en question un seul objet. Les gens parlent de catharsis comme si c'était cette grande libération émotionnelle. La mienne était calme, méthodique, presque professionnelle, mais chaque fois que quelque chose atterrissait au fond d'un sac, je me sentais plus légère. Quand je suis rentré chez moi, l'appartement semblait vide. Pas solitaire, vide. Aéré, vide. Propre, vide. Comme l'espace entre qui j'avais été et qui je devenais. Ce soir-là, je me suis douché, j'ai mis un pyjama propre et je me suis allongé sur mon lit. Pour la première fois depuis des jours, ma respiration ne semblait pas piégée sous mes côtes. Je me suis endormi facilement. Je n'avais pas réalisé à quel point cette paix serait de courte durée. Le lendemain matin, dimanche, mon téléphone a vibré à 9h03. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, il a vibré à nouveau. Numéro inconnu. J'ai soupiré, je l'ai pris et j'ai répondu. Allô ? Une voix familière a grésillé sur la ligne, profonde, sévère. Gérard, le père de Lucas. Mon estomac s'est serré. Comment avez-vous eu ce numéro ? Peu importe, a-t-il dit. Nous devons parler. Non, ai-je dit instantanément. Vraiment pas. Vous avez humilié mon fils, a-t-il claqué. Votre fils, ai-je corrigé. J'ai humilié votre fils en réponse à son humiliation envers moi d'abord. Vous ne lui avez pas donné une chance de s'expliquer. Il s'est très bien expliqué, ai-je dit, devant 15 personnes. Vous êtes déraisonnable. J'en ai fini, ai-je dit, la voix stable. Il y a une différence. Cette bague, j'ai déjà tout annulé. Les acomptes sont remboursés.
Je ne rends pas la bague. C'était un cadeau à une fiancée. Vous ne l'êtes plus. Ce n'était pas mon choix, ai-je dit. Voyez ça avec votre fils. Il y a eu un lourd silence sur la ligne. Puis, il veut arranger les choses. Pas moi. Vous jetez 3 ans à la poubelle pour un mauvais dîner. J'ai fermé les yeux. Un mauvais dîner, ai-je répété doucement. Vous et moi savons tous les deux que ce n'était pas un mauvais dîner. C'était 3 ans de manque de respect condensés en 2 heures. Chloé. Je bloque ce numéro maintenant, ai-je dit calmement. Ne me contactez plus jamais. N'osez pas clic. J'ai ajouté le numéro à ma liste de blocage. Pendant un moment, je suis juste resté debout dans la cuisine, le cœur martelant. Pas de peur, bien qu'il y en ait eu un peu, mais d'autre chose. De la clarté. Ils n'essaient pas de réparer quoi que ce soit. Ils essayaient de préserver leur version de l'histoire. À la 3e semaine, le bruit a finalement commencé à s'estomper. Pas disparaître, juste s'estomper. Quelques amis communs ont envoyé des SMS, encourageants et doux. Et, tu ne me dois pas de détails, mais comment tu tiens le coup? J'ai entendu ce qui s'est passé. C'est horrible. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Besoin de sortir de la maison. Café? Ces messages? J'y ai répondu. Pas avec grand-chose. Juste merci ou j'apprécie. Je vais bien. Mais il signifiait quelque chose. Puis il y avait les autres amis. Ceux qui déguisent le jugement en inquiétude. Tu penses que peut-être tu as réagi de manière excessive. La famille Mercier est juste comme ça. Il ne voulait rien dire de mal. C'était une situation stressante. Peut-être reconsidérer. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste arrêté de répondre. À la fin de la 3e semaine, j'avais raconté l'histoire complète à exactement une personne. Mon ami Léo du travail. Nous nous sommes retrouvés pour boire un verre après le bureau. Et quand il a demandé comment j'allais, je me suis surprise à dire la vérité. C'est brutal, a-t-il dit quand j'ai fini. La façon dont ils t'ont traité. J'ai hoché la tête, faisant tourner mon verre. Tu as fait la bonne chose, a-t-il dit fermement. Partir ne semble pas encore juste, mais ça le deviendra. À quoi ça ressemble maintenant? Ai-je demandé doucement. À de la survie, a-t-il dit. Et c'est suffisant pour l'instant. Le sentiment d'aller mieux viendra plus tard. Il avait raison. Je ne savais juste pas à quel point ce serait plus tard. D'accord. Ce n'est qu'au milieu de la 4e semaine, en entrant dans la salle de sport après le travail, que j'ai réalisé que je n'avais pas pensé au dîner depuis 1 heure entière. 1 heure complète. J'ai scanné ma carte de membre. Le portique a bipé. Mon cerveau n'a pas immédiatement rejoué la voix de Lucas disant l'étoffe d'une épouse. C'était petit et bizarrement monumental. Mais la paix n'a pas duré parce que ce soir-là, alors que je sortais de la salle de sport, serviette autour du cou, clé en main, elle était là, Hélène, la mère de Lucas, debout à côté de ma voiture comme si elle y avait sa place. Elle avait pleuré. Ou elle voulait que je pense qu'elle avait pleuré. Chloé, a-t-elle dit, essoufflée. S'il te plaît, parle-moi juste. Une vague de froid m'a traversé, mais je n'ai pas tressailli. Non, ai-je dit. Bougez. Juste 5 minutes, a-t-elle supplié. Je suis sa mère. Tu me dois ça. Je ne vous dois rien. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Il ne mange pas. Il ne dort pas. Il est dévasté. Tu dois le voir. Je l'ai fixé. Elle tremblait. Une partie de moi voulait ressentir quelque chose. De la sympathie, de la culpabilité, de la compassion. Mais je ne ressentais rien. Vous me demandez de le voir, ai-je dit. Après qu'il a rompu avec moi devant toute votre famille. C'était une erreur, a-t-elle insisté. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. C'était un choix. Elle a avalé difficilement. On ne se moquait pas de toi. Vous vous moquez de moi depuis le jour où je vous ai rencontré, ai-je dit. Vos commentaires, vos blagues, vos pics, et Lucas vous suivait à chaque fois. Ce n'est pas. Si, ai-je dit. J'ai fini de faire semblant que ce n'est pas le cas. Ses yeux se sont remplis de larmes.
Et les 3 années que vous avez passées ensemble? Tu jettes juste ça à la poubelle. Elles sont parties, ai-je dit. Il y a mis fin, pas moi. Tu es cruel. Non, ai-je dit. Je suis honnête. Quelque chose que votre famille pourrait apprendre. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Et ses affaires? A-t-elle demandé. Ses vêtements, ses livres, les choses qu'il a laissées. Je les ai donnés, ai-je dit. Son visage s'est tordu. Tu as quoi? Il y a 2 semaines, ai-je dit. Ils ne sont plus là. Tu n'avais aucun droit. Ils étaient chez moi, ai-je dit. Il n'est jamais venu les chercher. J'avais tous les droits. Je l'ai contourné, déverrouillé ma voiture et me suis glissé à l'intérieur. Elle a tapé sa main contre la vitre. Tu ne peux pas juste partir. Je peux, ai-je dit à travers la vitre. Et je le fais. J'ai démarré le moteur, reculé et suis parti alors qu'elle criait quelque chose que je n'ai pas pris la peine de déchiffrer. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce que je laissais derrière moi. C'est étrange comme la guérison vous surprend. Au début, c'était une panique bruyante. Panique, humiliation, colère, nuit sans sommeil, et le bourdonnement constant des numéros bloqués essayant de trouver de nouvelles voies d'entrée. Puis c'est devenu calme d'une manière qui semblait inquiétante, comme marcher dans la coquille vide d'une maison où vous aviez l'habitude de vivre. Mais au 2e mois, le calme a changé. Ce n'était plus creux. C'était spacieux. Quelque chose de nouveau pouvait exister là. J'allais mieux. Pas dramatiquement, pas tout d'un coup, mais par petits incréments réguliers. Le genre de progrès qui s'accumule lentement, presque invisiblement, jusqu'à ce qu'un matin vous réalisiez que vous vous êtes réveillé sans vous préparer au désastre. Le travail est redevenu un sanctuaire, pas une distraction. J'ai commencé un nouveau passe-temps. L'escalade, de toutes choses. Moi, la fille au tableau Excel. Escaladant de fausses montagnes avec les mains poudrées de craie et un harnais qui semblait toujours un peu trop grand. Mais j'aimais ça. J'aimais la façon dont ça me forçait à me concentrer uniquement sur la prochaine prise, le prochain souffle. J'ai rejoint un club de lecture, repris contact avec des amis que j'avais perdus de vue pendant la relation parce que j'avais été trop occupé à essayer de m'insérer dans le monde de Lucas. Et dans un moment de bravoure impulsive que je ne me connaissais pas, j'ai réservé un voyage en solo à l'étranger, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je ne m'étais jamais permis parce que Lucas disait que voyager seul était triste. J'ai utilisé une partie du remboursement du mariage et l'argent de la vente de la bague de fiançailles. L'ironie ne m'a pas échappé. La bague qui symbolisait ce que notre vie était censée être a aidé à financer la vie que je construisais par moi-même. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose proche de la liberté. Puis, un après-midi de fin avril, presque exactement 4 mois après le dîner de fiançailles, un ami commun m'a envoyé un SMS. Et, j'ai vu quelque chose et je ne savais pas si tu voulais le savoir ou non. Lucas est fiancé. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu. Fiancé à qui? Une pause. Son ex, celle d'avant que vous sortiez ensemble. Ils ont repris contact récemment. Je n'ai pas ressenti de jalousie, ni de rage, ni de chagrin. Juste une surprise calme et détachée, comme entendre des nouvelles d'un personnage d'une série que vous avez arrêté de regarder il y a des saisons. Oh, ai-je répondu. Merci de m'avoir prévenu. Ce soir-là, assise sur mon canapé avec une tasse de thé et les lumières de la ville brillant à ma fenêtre, j'ai pensé à la façon dont 4 mois plus tôt, j'avais cru que le fait que Lucas me quitte était le pire résultat possible. Maintenant, cela ressemblait à avoir esquivé un désastre que je n'avais pas entièrement compris avant d'être déjà loin des décombres. Parfois, l'univers vous arrache d'un endroit où vous pensiez avoir votre place parce que rester vous aurait écrasé lentement. J'étais reconnaissante pour l'arrachement, même s'il était venu sous la forme d'une rupture publique dans un restaurant à 2650 €. Les gens me demandent encore parfois si je regrette ce que j'ai dit à ce dîner. Si peut-être je suis allé trop loin. Si peut-être j'aurais dû garder mon sang-froid, rester plus silencieuse, être la plus mature. Non, je ne le regrette pas. Pas un seul mot. Lucas a choisi de mettre fin à nos fiançailles publiquement. Il a choisi de m'humilier publiquement. Il a choisi de laisser sa famille rire de moi publiquement. Alors, j'ai choisi d'accepter sa décision publiquement. S'il avait voulu de l'intimité, il aurait dû mettre fin aux choses en privé.
quelqu'un m'a demandé récemment si je ferais quelque chose différemment. Je leur ai dit la vérité. Ouais, je serais parti plus tôt. Mais on ne reconnaît pas toujours le manque de respect quand on est dedans, surtout quand on a été conditionné à appeler ça de l'honnêteté, de la famille ou de l'amour. J'ai appris la différence à la dure. Accepter les défauts de quelqu'un est sain. Accepter son manque de respect ne l'est pas. Ces deux choses ne sont pas les mêmes. J'ai 36 ans, je suis célibataire, propriétaire de mon appartement, j'ai un travail où je suis doué, des amis qui se soucient vraiment de moi, un passeport avec de nouveaux tampons, un abonnement d'escalade, un chez-moi sans fantôme dans les placards ni huile à barbe dans la salle de bain, et un amour-propre que je n'avais pas réalisé avoir égaré quelque part en chemin. J'ai plus que ce que j'avais il y a 4 mois, y compris la clarté. Partir n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Et si jamais quelqu'un me demandait si annuler un mariage à 28 000 € valait le coup, je leur dirais la même chose à chaque fois. C'est l'argent le mieux dépensé de ma vie.